Au regard des New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour décryptage. Les présidents sénégalais, libériens, gabonais, mauritaniens, Bissau, guinéens ont effectué la semaine dernière une visite de quelques jours à Washington avec en point d'orgue un dialogue de haut niveau, un déjeuner de travail avec leur homologue américain Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, le président américain devait conclure à cette occasion plusieurs partenariats avec ces pays, notamment sur les minerais. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Mais quel était l'objectif stratégique de cette visite pour ces pays africains? Il faut s'interroger, est-ce que les pays africains avaient véritablement un objectif stratégique? Parce que ce n'est pas eux qui ont demandé à y aller, c'est Trump qui a été à l'initiative en les invitant. Est-ce que quand Trump les a invités, chaque pays s'est assis pour faire un travail en se disant, avec les États-Unis, qu'est-ce que mon pays doit pouvoir faire? Un agenda prédéfini. Déjà, moi, ça me pose problème, parce que tout le monde connaît comment Trump est en train d'appuyer actuellement sur le bilatéralisme. Quand tu veux faire du bilatéralisme, surtout quand tu veux le faire d'égal à égal, ben, il faut se mettre en face de celui qui boxe dans la même catégorie que toi. Les 5 pays qu'on a cités, quand tu prends un de ces pays devant les États-Unis, il pèse quoi? Il y a déjà pour moi un problème. Pour moi, il aurait été plus logique que ces 5 présidents. Justement, on se pose la question, quelle est la particularité de chacun des pays invités? Ben, Trump l'a dit. Si on s'en tient à ce que Trump a dit, bien que il dit que c'est des pays qui sont dynamiques. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il met dans dynamique, mais on sait clairement qu'il est intéressé par ce qu'il a dit lui-même. Ils ont dit que ces pays ont des terres de grande valeur, ils ont de super minerais, de grandes réserves d'or et des gens travailleurs. Bon, je considère que la dernière partie et la première partie, c'est des compliments. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il y a entre. C'est les minerais, c'est le pétrole, etc. Maintenant, mais ces 5 pays auraient pu y aller non pas individuellement, mais y aller en tant que 5 pays africains, se concerter, parce que c'est ça qu'il faut. Si l'Afrique veut aujourd'hui aller dans un partenariat d'égal à égal, il faut que l'Afrique apprenne à parler d'une seule voix. Parce que ce que Trump veut faire, c'est ça qui l'arrange lui. C'est du bilatéralisme avec des États-Unis qui va être un superpuissant face à un nain qui n'aura pas pratiquement grand-chose à dire quand il faudra parler de négociations, malgré des réclamations de souveraineté ou de quoi que ce soit. Intéressé par les minerais, oui, mais cette rencontre avec les dirigeants africains, au moment où l'influence chinoise ou même russe a grandi sur le continent, quels sont vraiment sur d'autres aspects? On va parler également diplomatique, les intérêts pour les États-Unis. Ben, Trump est en train de vouloir rattraper le retard des Américains par rapport en particulier aux Chinois et aux Russes. Ben, et même par rapport à d'autres, parce que vous avez les Turcs, vous avez bien d'autres pays qui viennent. Quand vous regardez aujourd'hui, je ne sais même plus il y a combien de sommets Afrique, je ne sais pas quel pays qui se font, tout le monde, c'est la ruée, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, vers le continent africain, pour les mêmes raisons. Les gens ne sont pas venus pour les beaux-yeux des Africains, les gens sont venus pour pouvoir prendre leur part dans une exploitation d'un continent, mais ce que ceux qui représentent le continent doivent refuser, aussi bien dans la forme que dans le fond. Ici, dans la forme, ça a été comme un piège. Quand Trump parlait au président, quand j'ai regardé, moi je souriais, hein, je ne prends pas la chose avec toute la gravité que les gens lui donnent. Je trouve que Trump se retrouve en face de 5 présidents africains. C'est moins grave que les sommets France-Afrique, États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, où tous les présidents africains vont se retrouver 54 devant un seul président. Je ne vois pas de différence en la matière. La seule différence, c'est que Trump a fait à sa façon. Je suis sûr que si les présidents africains avaient pris la peine de dire à Trump, moi je viens du Sénégal, connaissez-vous le Sénégal? On entendra une catastrophe. Et ce n'est pas pour rien que Trump demandait au président de se présenter parce qu'il avait besoin de savoir à qui il s'adresse. Je ne suis pas sûr qu'il connaît les pays même. N'en parlons pas des présidents de ces pays. Donc dans le format, effectivement, il y a eu une erreur de la part du protocole et de la communication pour les pays africains. Mais pour Trump, c'est ça qu'il veut. Il veut se montrer, j'allais dire, comme étant le président des présidents, ou bien comme le roi, comme disait Lula tout récemment. Et on l'a vu avec la façon décontractée dont il parlait, il coupait la parole aux gens et tout. Mais ce n'est pas une façon de considérer celui qui est en face de soi comme étant son égal. Mais ça, ceux qui sont partis
ils auraient pu demander à leur protocole de faire le travail qu'il faut, d'autant qu'il n'y a aucune surprise. Il y a eu des précédents avec le président ukrainien, Zelensky, avec Macron, avec le président de l'Afrique du Sud, Ramaphosa. Finalement, ces manquements affichés de la part du président américain, est-ce que déjà cela ne met pas en cause la sincérité des discussions tenues avec les dirigeants africains? Est-ce que c'est des manquements? C'est une stratégie. Moi, je n'appelle pas ça manquement. S'il y a manquement, c'est plutôt du côté du protocole des chefs d'État africains. Du côté de Trump, c'est une stratégie. La photo, par exemple, où le président Trump est assis. Les présidents africains sont debout. On dirait des élèves qui réclament des notes sur une copie. Ça nous rappelle également, il y a quelques années, lors de son précédent mandat, une photo du G20 avec un Trump assis et tous les dirigeants du G20 debout. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit c'est du Trump. Et c'est pourquoi également je n'appelle pas ça manquement, j'appelle ça stratégie. C'est du Trump qui veut montrer que lui, il n'est pas comme les autres. Lui, c'est les États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas comme les autres pays. Mais c'est à ceux qui sont en face de pouvoir régler ce problème pour ne pas qu'on continue tout simplement parce qu'on est devant les États-Unis, vouloir considérer qu'un autre pays ne signifie rien quand c'est les États-Unis qui sont en face. Mais quand on le fait, ce n'est pas un problème par rapport au président qui est là tout seul, mais c'est un problème par rapport à son pays, mais c'est un problème par rapport au continent africain parce qu'ici, tous les 5 présidents qui sont allés viennent du continent africain. Si Trump n'est pas capable de savoir que le Libéria a été créé avec les États-Unis et que ceux-là parlent anglais, pas pour l'apprendre à l'école, mais c'est leur langue, tout simplement. Surtout ceux qui sont venus des États-Unis, puisqu'ils avaient déjà perdu leur propre langue. Mais si ces gens-là ne parlent pas anglais, dites-moi quelle langue ces gens-là vont parler. Et quel message cela renvoie-t-il justement, pas que de la personnalité du président américain, mais également de son regard sur le continent? Je regrette, mais c'est lui qui avait dit que Haïti et les pays africains sont des pays de quoi? Je n'ai pas envie de dire ce mot-là. Est-ce que ce n'est pas dans ça qu'il est, avec de la diplomatie? C'est-à-dire aucune considération pour ces gens, mais puisqu'il faut les rencontrer, puisqu'on a besoin de leurs minerais, il faut qu'on les reçoive. Mais en les recevant, il faut qu'on montre quand même que nous ne sommes pas du même gabarit. Mais de façon générale, quand on organise une rencontre entre plusieurs chefs d'État, vous avez une table ronde, vous avez une table en U, il y a plusieurs façons de faire pour que tout le monde soit là. De sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un qui est dans une posture de supériorité par rapport aux autres. C'est ce que l'on voit régulièrement quand il y a des sommets. Finalement, est-ce que les autres puissances font mieux, notamment la Russie? On peut quand même dire que des rencontres AES-Russie, par exemple, au retour sont dans l'ensemble plus applaudies. Oui, pour moi, le problème, ce n'est pas d'applaudir ou pas. La Russie, dans sa relation avec l'Afrique de façon générale et avec l'AES, est dans la même logique que les États-Unis. Il ne faut pas que les gens se trompent. Les Russes ne sont pas venus en Afrique pour jouer aux gentils. La preuve, vous avez vu les Russes prêter de l'argent à ces pays, ils sont en train d'emprunter de l'argent au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Puisque pour régler certaines questions financières, quand tu fais appel à la Russie, généralement la Russie ne répond pas. La Russie vend ses armes. La Russie cherche une influence. La Russie est intéressée par les ressources comme Trump et les États-Unis sont intéressés par les ressources des pays africains. Maintenant, dans la forme, parce que pour moi c'est ça le fond, dans la forme, les sommets n'ont pas été organisés de la même manière. Mais n'oubliez pas que la dame de Sochi, quand on l'appelle dame de Sochi, c'est parce que la Russie lui a donné la parole devant des présidents africains. Elle était dans quelle architecture de l'État russe pour faire ce discours qu'elle avait fait devant des présidents africains? C'était du respect? Je ne le crois pas du tout. Si on compare les deux, pour moi, il n'y a pas de différence. Et en termes de développement durable, de coopération économique, mais quels sont les domaines où ces pays peuvent espérer avoir des avancées concrètes à l'issue de cette rencontre avec Donald Trump? En fait, chaque pays a essayé de vendre ses avantages. Puisque c'est clair avec Trump, il l'avait toujours dit, il est en train de le faire clairement avec la suppression de l'USAID. L'heure n'est plus à l'aide publique au développement. Trump veut des deals. C'est très clair. Et c'est là où les pays africains devraient dire non. Parce que, individuellement, quand on veut négocier avec les États-Unis,
individuellement, quand on veut négocier avec la Russie, individuellement, quand on veut négocier avec l'Union européenne, on part déjà perdant. On n'est pas de la même catégorie. L'idéal, c'est que les pays africains, à travers l'Union africaine, parce que c'est ça l'intérêt de l'Union africaine et c'est ça la pertinence également de l'Union africaine, qu'on mette un terrain commun. Tout le monde sait ce qui intéresse les gens en Afrique. C'est les minerais. C'est les produits énergétiques, le pétrole, le gaz, etc. C'est les terres rares. Tout le monde le sait. Mais il faut faire ce qu'on appelle un panier commun sur le plan économique. En disant que désormais, quand quelqu'un veut venir en Afrique pour exploiter les ressources, quel que soit le pays, voici un certain nombre de conditions. Mais vous allez voir, puisqu'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Celui qui veut, il n'a qu'à partir, les autres viendront. Mais quand il faut aller seul, on va revoir ce qu'on a vu avec la RDC. Un pays en guerre, la guerre n'est pas finie jusqu'à présent, Trump signe des accords pour exploiter les minerais qui seront exploités en RDC et qui vont passer par le Rwanda. Alors que les deux pays n'ont pas véritablement signé pour le moment ce qu'on peut appeler véritablement un accord de paix qui met fin au conflit. On a vu la même chose en Ukraine. Ce n'est pas par rapport à l'Afrique seulement que Trump le fait. Il a fait la même chose. Il avait dit on arrête la guerre en un jour. Bon, on est loin d'un jour. On a plus de 6 mois. Il va signer un accord pour exploiter les ressources d'un pays qui est encore en guerre, qui n'a même pas encore obtenu un cessez-le-feu pour quelques jours. Mais ça veut dire clairement que Trump, lui, il a ses objectifs, comme il le dit clairement. En fait, moi, je dis tout le temps, c'est un businessman politique. Trump est en train de faire de la politique comme il a fait du business au niveau de l'immobilier. Mais si les gens le laissent continuer dans cette voie, sans essayer de l'arrêter, mais il est clair qu'il fera l'affaire des Américains parce que c'est leur intérêt qu'il défend. Mais ceux qui seront en face vont devoir rendre compte à leur population sur qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur population profite de ce partenariat avec les États-Unis sous Trump. Et face à la concurrence, on va dire chinoise, russe ou même turque sur le continent, est-ce que les États-Unis auront-ils du mal ou pas à croître leur implantation sur le continent? Mais tout dépendra de la réaction des partenaires qui sont en face. Parce que Trump ne peut pas décider tout seul de ce qu'il va faire au Sénégal. S'il le fait, c'est parce que le gouvernement sénégalais l'a accepté. Même chose avec un quelconque autre pays africain. Mais on parle de souveraineté aujourd'hui sur le continent africain. J'ai régulièrement dit sur ce plateau, souveraineté ne signifie pas contre la France. Souveraineté signifie contre tout pays qui adopte exactement la même attitude que la France a adoptée en exploitant les pays africains. C'est ça la souveraineté. Entre États africains. Bien sûr, c'est ça la souveraineté. Quand on l'assume, on ne cherche plus si c'est un Américain, c'est un Français, c'est un Russe. C'est un principe qu'on applique. Et quand on applique un principe, le pays qui vient n'a pas d'importance, tous les pays seront soumis au même principe. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, nous intervenons à géographie variable par rapport à ses partenaires. Et c'est ça qui fait la force de ces partenaires. C'est comme si on n'a pas retenu cette leçon qu'on nous apprend depuis le primaire, diviser pour mieux régner. C'est ce que Trump est en train de faire. Vous voyez, avec ces taxes qui tapent sur les gens, et puis il vient revoir les gens un à un pour négocier avec eux, mais tout le monde voit la stratégie. Donc si ça marche, mais c'est parce que nous, Africains, nous avons accepté. Et pensez-vous que cette visite pourrait ouvrir déjà une nouvelle ère dans les relations entre donc les États-Unis et ces pays invités? Oui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, parce que si on se rappelle, pendant le premier mandat de Trump, il a reçu quel sommet États-Unis-Afrique? Il n'avait reçu que 2 présidents africains, celui du Nigeria et celui de l'Afrique du Sud. Rien d'autre. Pendant ce mandat, qu'est-ce qu'on avait dit sur les Africains? Rien d'intéressant. On peut dire que cette fois-ci, il y a quand même une évolution, puisqu'il parle de partenariat avec ces pays, il parle de commerce, puisque c'est l'expression qu'il utilise lui, il parle de commerce avec ces pays, ça fait un pas. Il vient d'arriver, ça ne fait pas un an, il a déjà rencontré 5 présidents. Ça veut dire que si on compare par rapport au premier mandat, il y a déjà un mieux. Mais est-ce que c'est un mieux parce que les États-Unis se soucient du continent africain? Ou bien est-ce que c'est un mieux parce que les États-Unis sont en concurrence avec les Chinois et les Russes sur le continent africain? Mais à partir du point de départ qu'on prend, vous allez voir que l'intervention des États-Unis sur le continent africain n'aura pas du tout le même sens. Et moi, je suis convaincu que c'est plutôt la concurrence, c'est plutôt le business qu'un intérêt pour le continent africain en tant que continent ayant plus d'1 milliard d'habitants. Et sur la forme, revenons-en, ce mini-sommet a, on va dire un peu créé comme un sentiment de gêne sur le continent. Comment expliquer cela? Mais c'est tout à fait normal. Le président d'un pays
mais c'est le premier représentant de la dignité du pays. Rappelez-vous avec Zelensky ce qui s'était passé, tout ce que ça avait soulevé comme tollé. Ce n'était pas des Africains. Mais c'est la même chose, ce président représente la dignité de son pays. Quand on le traite d'une certaine façon, alors qu'il est reçu de façon officielle, parce qu'il n'est pas venu là-bas comme un citoyen. Il a été reçu comme président de la République, mais quand on le traite d'une certaine façon, c'est comme derrière lui, c'est toute la République qu'on traite de cette façon. Puisqu'ils étaient 5 ans en même temps, c'est comme si c'est tout le continent africain qu'on traite de cette façon. Et il faut le dire clairement, il y avait un peu comme du mépris, un manque de respect, de considération par rapport à ces présidents africains qui ont été reçus. C'est comme si nous sommes intéressés par vos minerais, nous sommes intéressés par vos richesses, mais vous là, pour nous, vous ne représentez pas grand-chose. Je me dis qu'on ne doit pas accepter d'aller dans ce genre de partenariat. Il faut qu'on nous respecte. Comme le disait Sankara, il a dit aux Nations Unies, son pays est une puissance. Si on y croit et on agit dans ce sens, ceux qui sont intéressés par le continent africain seront obligés de nous respecter, parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire aux gens, pardon, veuillez nous respecter, mais obliger les gens à nous respecter. L'Afrique, sinon les pays africains a parlé d'une même voix. Réalité, utopie, est-ce que vraiment le continent est dans cette dynamique aujourd'hui? Pour moi, il ne s'agit pas de voir si nous y sommes ou pas. Si nous voulons collaborer d'égal à égal avec ces puissances, nous n'avons pas une autre alternative. Nous ne l'avons pas. Malheureusement, les gens ne le font pas et quand on ne le fait pas, on subit les conséquences. Ça continue sous la forme d'une collaboration avec un cavalier et son cheval. Et bien sûr, l'Afrique est le cheval et les autres sont le cavalier. Et puis on dit, bon, on a une collaboration ensemble, mais quand on voit la forme, il est clair que c'est le cavalier qui profite beaucoup plus que le cheval au niveau de cette coopération. Mais si les pays africains se mettent ensemble, comme j'ai dit, on parle de Zeleka, on parle de plein de choses pour le continent africain, mais qu'on aille dans ce sens et qu'on s'occupe nous-mêmes de l'Afrique d'abord, comme Trump le dit, Amérique d'abord, mais si on a la même attitude que Trump est obligé de revoir sa position, toutes les autres puissances sont obligées de revoir leur position. Mais quand on le fait à la carte, mais il est clair que c'est nous qui perdrons comme on a perdu jusqu'à présent. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.